Marie Boivant, qui est maître de conférence en arts plastiques à l'Université de Rennes 2. Elle est membre de l'équipe d'accueil pratique et théorie de l'art contemporain. Ses recherches qui ont été mentionnées déjà dans la matinée portent sur les publications d'artistes, en particulier lorsqu'elles empruntent à des formes populaires, légères et ou éphémères, comme les calendriers, les cartes postales ou les revues d'artistes. C'est à ces dernières, donc aux revues d'artistes, qu'elle a consacré sa thèse de doctorat, parue aux éditions Un certain sens en 2015, sous le titre « La revue d'artistes, enjeux et spécificités d'une pratique artistique », ainsi que de nombreux articles qu'elle a consacrés à ce sujet. J'ajouterai aussi que vous pouvez écouter en podcast une émission à laquelle avaient participé Marie Boivant, Magali Nachtergaal et Valérie Mréjean sur Radio Campus. C'était en 2019. Et je pense qu'on va pouvoir lui donner la parole. Merci beaucoup Anne et Magali, et merci beaucoup pour l'organisation du colloque. J'avais prévu au départ de parler de la relation texte-image, et puis au fil du travail, des recherches, j'ai laissé tomber la moitié, c'est-à-dire que je ne vais plus parler tant que ça d'images, enfin en tout cas plus des clichés habituels de la photographie. Et donc voici mon nouveau titre qui est Anti-carte postale, ou comment renoncer, refuser les clichés. Donc, en 1976, deux artistes polonais, Henryk Gajewski et Andrzej Dworzak, ont publié un ensemble de 7 cartes postales s'annonçant, comme vous le voyez là sur la diapositive, comme anti-cartes postales. Ces cartes, qui ont été diffusées notamment au sein du réseau du mail art, sont assez peu connues. L'une d'elles a néanmoins été reproduite dans cet ouvrage qui a été très important pour le mail art, qui s'appelle Correspondence Art, publié en 1984. Alors on voit là sur l'image la reproduction qui est de qualité médiocre, mais elles le sont toutes dans l'ouvrage, c'est pas juste pour cette carte postale. Et la reproduction donc est seulement accompagnée du titre anti-carte postale, d'une date et du nom des artistes. Aucune explication n'est donnée et aucune autre mention n'est faite dans l'ouvrage de ce projet. Les informations, pour le moins laconiques, et la reproduction, qui laissent penser que le projet se résume à une carte monochrome noire, suffisent pourtant à soulever une question. Une carte postale qui renonce à l'illustration peut-elle prétendre appartenir au genre, ou est-elle, comme l'annoncent les artistes, une anti-carte postale? Alors, à contre-courant de la plupart des pratiques artistiques qui s'intéressent surtout à l'iconographie, voire aux clichés caractéristiques de la carte postale, et puis on en a vu beaucoup ce matin, un certain nombre d'artistes ont aussi produit, édité et diffusé des cartes en choisissant de se passer, sinon de l'image, du moins de l'imagerie traditionnelle de ce support. Je ne vais pas vous montrer de vue photographique d'un lieu, d'une œuvre, d'un événement, d'une personnalité, ni dessin bucolique ou humoristique. Ces projets, dont le mot d'ordre semble bien souvent être l'économie visuelle, économie de moyens, se démarquent ainsi du sentimentalisme ou de la dimension kitsch que l'on associe volontiers au format de la carte postale pour se concentrer sur ses particularités. Donc, tout en laissant de côté ce qui définit pour moitié la carte postale illustrée, les artistes s'ingénient dans ces projets à cerner les contours du médium et à rendre compte de ce dispositif singulier. Aussi, on peut reposer la question, doit-on voir dans de tels projets les anti-cartes postales, ou s'agit-il, au contraire, de paradigmes de cartes postales? Par l'étude de plusieurs cas, et donc en prenant comme fil rouge ces 7 anti-cartes postales du duo polonais, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse et d'analyser les enjeux de tels partis pris. Alors, il est notable que les années 70 ont été particulièrement riches en projets de ce genre. Le phénomène du mail art est à ce moment en pleine effervescence, et cette coïncidence s'explique aussi par un réseau d'influences croisées, en cette époque marquée par l'approche conceptuelle et son intérêt pour la littéralité, mais aussi par la fantaisie fluxus et son goût pour la provocation. Dans un autre registre, alors que la carte postale fait plus que jamais partie du paysage, nombre de propositions apparaissent également comme une volonté d'offrir des alternatives, en quelque sorte par la négative, au modèle industriel et à la culture visuelle qu'ils imposent. Alors, les artistes qui choisissent d'éditer leur propre carte postale souhaitent mettre en évidence combien cet imprimé, pourtant banal, est singulier. D'abord, il intègre son propre principe de diffusion, mais sa particularité est aussi d'être un objet à la matérialité, au format et à la mise en page définie, très identifiable, quasi immuable. Un certain nombre d'artistes ont choisi de mettre l'accent sur ces caractéristiques, souvent oubliées au seul profit de l'image ou du texte. C'est l'un des enjeux donc, des anti-cartes postales qui, si elles ne sont pas illustrées, répondent par ailleurs en tout point au cahier des charges de ce support. Elles sont produites en série, d'un format et d'un matériau conventionnel.
elles sont prêtes à recevoir le message de l'expéditeur et à circuler comme le veut l'usage à découvert. Donc là, on ne voyait que le coffret qui contient les 7 cartes postales. Je vous montre maintenant la première de ces 7 cartes postales. Celle-ci est on ne peut plus littérale, de couleur rouge, comme pour mieux affirmer sa matérialité. Elle n'a d'autre objet que d'indiquer, comme vous le voyez, son poids, ses dimensions et sa couleur. Elle est parfaitement fonctionnelle, mais elle ne parle que d'elle-même. Alors que l'illustration participe le plus souvent pleinement du message que l'on souhaite adresser, parfois même s'y résume, l'imprimé ne s'ouvre ici à aucune extériorité, ne renvoie à aucun déplacement ou aucune action particulière. Un phénomène identique peut être observé dans certaines cartes postales de Joseph Beuys. Parce qu'elles sont conçues dans des matériaux aussi divers que du bois, du feutre, du métal ou du PVC, la présence physique de l'objet prend le dessus, oblitérant tout autre message. Malgré l'utilisation de ces supports insolites, l'identification de l'objet ne fait aucun doute et la vocation à circuler de la carte postale n'est pas remise en cause. La troisième dimension, ici réaffirmée, a pour effet d'exacerber la matérialité de l'objet qu'on tend à oublier dans la fine version cartonnée. Et ce ne sont pas seulement les matériaux inhabituels qui sont récurrents dans le travail de l'artiste qui sont à remarquer. Et d'ailleurs, ces matériaux inhabituels ne sont pas totalement étrangers à l'histoire de la carte postale, puisqu'on trouve dès le début du XXe siècle des cartes postales en bois, en cuir, en métal ou en liège. Mais la différence réside dans le fait que ces matériaux n'interviennent dans ces cas-là que comme support d'une imagerie. Dans les cartes de Beuys, l'illustration brille par son absence. L'artiste, en refusant l'image, mais en ne renonçant pas au verso, aux signes graphiques et textuels qui définissent le genre, semble rappeler que la carte postale, qui est un support qu'il a par ailleurs beaucoup exploité pour ses propriétés iconiques, est peut-être d'abord un objet de transmission, mais aussi de transaction et de commerce. Alors, certains artistes vont opter pour un autre parti pris, consistant à opérer de légères modifications sur le format. Par des interventions minimes, a priori sans importance, ils en arrivent au même résultat, rappeler que la carte postale, avant d'être une image, est un objet tangible et palpable. Bernard Venet, dans le cadre de sa participation au Mela Postcard Book, se contente d'intervenir de façon très légère sur le format de la carte postale, en ajoutant ses 4 degrés à l'un de ses angles et en faisant reposer sur cette seule modification son projet, met bien en évidence par défaut les paramètres de l'objet, qui n'est plus le rectangle qu'il a toujours été. Alors à ces considérations matérielles répond une autre caractéristique, le fait que la carte postale soit dotée, ça a été dit, redit, d'un recto et d'un verso. Les artistes ont à cœur d'explorer les relations entretenues par l'une et l'autre face. L'une des anti-cartes postales donc polonaises, qui est la plus élaborée du coffret sur le plan graphique, met au jour de manière on ne peut plus démonstrative cette caractéristique. Au recto sont imprimées des lettres qui semblent en miroir. Si on retourne la carte, on se rend compte que le renversement ne se fait pas seulement sur un axe horizontal, mais aussi sur un axe vertical. L'inscription through, qui semble s'être glissée par la discrète fente placée au centre de la carte postale, ne pourra être lue que par transparence. Alors là, on ne voit pas, mais j'espère que vous voyez un petit peu sur les écrans. En orchestrant la fusion impossible du recto et du verso de la carte, qui fait que sa découverte ne peut d'ordinaire se faire qu'en 2 temps, les artistes démontrent combien les deux faces de l'objet sont inséparables et comment l'une détermine la réception de l'autre. La mise en page normée du verso représente un autre élément décisif pour l'identification de l'objet. C'est ce que met en évidence Eric Anderson avec sa carte postale en 4 couleurs, également réalisée dans le cadre du Mela Postcard Book. Alors, il y avait beaucoup d'invitations à participer à des ensembles de cartes postales dans les années 70. En faisant de l'espace réservé aux messages et des lignes destinées à l'adresse postale l'illustration de la carte, donc la partie qu'on voit en haut est imprimée comme il se doit sur le côté brillant. En d'autres termes, en opérant un transfert entre le recto et le verso, l'artiste introduit un trouble. Ce faisant, il montre combien cette présentation fait signe. De manière significative, le verso de la carte se passe d'ailleurs de cette mise en page typique. Ce n'était pas la décision de l'artiste, mais celle de Mauricio Nanucci à l'origine de ce coffret. Le titre, qui apparaît comme l'évocation d'un argument de vente aujourd'hui obsolète, en 4 couleurs, fait en outre valoir un atout décalé, voire accessoire par rapport à l'image proposée. Qu'apporte finalement ici l'impression en quadricomie. Alors, une autre anticarte du coffret polonais rend compte différemment de cette question du recto et du verso. Greetings from consiste à reproduire exactement le même contenu, graphique et textuel, sur les deux faces. Alors, ça pourrait apparaître en d'autres circonstances comme une erreur d'imprimeur. Ici, le but est de mettre en évidence, comme dans la carte d'Anderson, le fait que le texte et les signes typographiques forment en eux-mêmes une image.
Ce que je préfère dans la carte postale, écrit Jacques Derrida dans l'ouvrage qu'il consacre à ce support, c'est qu'on ne sait pas ce qui est devant ou ce qui est derrière, ici ou là, près ou loin, le Platon ou le Socrate, recto ou verso. Ce qui importe le plus, l'image ou le texte, est dans le texte, le message ou la légende ou l'adresse. Avec cette carte, la question est d'une certaine manière réglée. Si la hiérarchie que l'on peut établir entre les phases de la carte postale diffère selon les cas, les personnes, elle se voit en quelque sorte effacée. Cette dernière proposition, donc je reviens sur cette carte, dans la simplicité de son dispositif, pointe un autre élément fondamental qui constitue vraiment une spécificité de la carte postale en tant qu'imprimée. Le fait qu'il s'agit d'un médium qui intègre son propre dispositif de déplacement. Ben Vautier s'est appliqué dans de nombreux projets à mettre en évidence la circulation de la carte postale et s'est souvent intéressé au devenir de l'objet en interrogeant notamment la place du spectateur. On rencontre par exemple, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi cette carte, cette attention dans cette proposition. Votre pouce qui tient cette carte est la réalisation de mon intention. Par cette partition qui n'en est plus vraiment une, l'artiste prend en compte le destinataire qui devient malgré lui l'exécuteur du projet et met en évidence le fait que la lecture de la carte dépend de cette prise en main et de cette manipulation. Et la carte de Ben, qui souligne le mieux ces questions, est probablement le choix du facteur. Par cette proposition qui est très connue, l'artiste fait la démonstration de cette circulation en attirant l'attention sur un moment aveugle du dispositif, celui où la carte navigue entre les intermédiaires, maillons essentiels de la chaîne. L'adresse qui ne va pas être retenue par le facteur, une fois qu'il aura fait son choix, devient en quelque sorte le visuel de la carte. Alors, je reviens encore sur cette carte, on peut remarquer qu'une même possibilité s'offre avec cette carte polonaise. Henryk Gajewski, qui ne semble pas connaître le projet de Ben, reconnaît d'ailleurs s'être amusé à l'exploiter en timbrant et en écrivant une adresse sur les deux faces de la carte. Et par un titre moins directif, cette carte ne met pas tout à fait l'accent sur la même question, sur la question des intermédiaires, et reste ouverte à d'autres possibilités. Le principe de répétition peut aussi suggérer la possibilité d'un réemploi qui peut se faire soit par un retour à l'expéditeur, soit en faisant suivre à un nouveau destinataire. Dans les deux cas, la multiplication des étapes opère un basculement de statut entre les faces, réitéré à chaque utilisation. Le recto devient verso pour redevenir recto si la carte est envoyée une seconde fois. De tels exemples rappellent en outre que le déplacement se fait avec la carte à découvert. Cette particularité ressort peut-être encore davantage d'une autre carte créée par Robert Filiou en 1976. Filiou a conçu de nombreuses cartes postales. Il apprécie le pouvoir de dissémination inhérent à ce format, mais aussi la manipulation aisée qui lui permet de s'en servir comme s'il s'agissait de cartes de jeu. Dans sa proposition pour les éditions Écart, il renonce à la rigidité qui permet d'habitude cette prise en main pour s'intéresser davantage à la circulation à nu qui la caractérise. En combinant deux objets prévus pour emprunter la voie postale, mais destinés à des utilisations différentes, il crée un phénomène de double emploi, incitant les utilisateurs à trouver par lui-même comment tirer parti de cette hybridation. L'enveloppe reste le contenant qu'elle a toujours été, mais les données administratives ou pratiques deviennent aussi le motif de la carte postale. Le principe d'une circulation à découvert a pour autre conséquence directe le fait que l'image, comme le texte, sont soumis aux indiscrétions des personnes chargées d'assurer la transmission. D'une certaine manière, choisir ce mode de circulation revient à assumer ce risque. Dès lors, inscrire, comme le fait Geza Perneski, le mot « secret » sur le recto de la carte relève du paradoxe assumé. L'artiste choisit en outre d'imprimer en 8 langues cette mention au tampon. Alors, pourquoi au tampon? Il y a peut-être des raisons pratiques et financières qui motivent ce choix, mais on ne peut ignorer la portée politique. La symbolique administrative liée au tampon fait écho à la censure qui s'exerce à l'époque dans certains pays d'Europe de l'Est, et notamment dans son pays d'origine, la Hongrie, qu'un certain nombre d'artistes choisissent de contourner grâce au réseau du mail art. Le paradoxe se déplace quand on sait que beaucoup d'artistes ont précisément trouvé dans ce support de la carte postale, qui n'a rien à cacher, un moyen de diffuser des œuvres alternatives et politiques, tout en échappant à la censure. Donc, je montre, elle n'est pas tout à fait du même registre, cette carte de Guillermo Dessler, donc chilien, où on retrouve aussi les dimensions de la carte, et puis surtout cette remarque en bas peut être ouverte pour une inspection postale. Un chroniqueur du quotidien L'Aurore, soulignait dès 1900 les dangers, mais aussi les implications que pouvait avoir un tel principe de circulation à découvert, remarquant par exemple que la carte postale n'est pas seulement un moyen économique de correspondance pour les cas qui ne requièrent point le secret, elle est aussi un procédé commode de diffamation. Comme le suggère le journaliste, le projet peut être, plus ou moins consciemment, de tirer parti de cette visibilité.
S'il fait davantage référence au texte inscrit au verso, on peut reporter la remarque au visuel d'une carte postale qui, lui, est conçue, pensée pour être vue, et pas seulement par le destinataire. La carte postale, qui est prévue pour passer de main en main, est aussi volontiers exposée dans l'espace domestique ou professionnel. Plusieurs projets ont ainsi joué de cette visibilité de la carte en substituant à l'illustration un texte, souvent concis, qui vise avant tout l'efficacité du message, dont on ne sait plus toujours très bien à qui il s'adresse. Cette carte de Jiří Veloch, Don't Read Please, peut donner lieu à deux lectures. D'un côté, le texte de son recto met en place un jeu spéculaire qui prend le lecteur à partie, alors que justement il vient d'exécuter ce qui lui est demandé de ne pas faire. De l'autre, associé justement à ce support qu'est la carte postale, on peut supposer que l'injonction ne renvoie pas à la phrase elle-même, selon une logique tautologique, mais aux inscriptions du verso. Dans les deux cas, se pose la question du destinataire du message. La plupart des cartes récentes de Simon Cutts jouent de cette ambiguïté. Ainsi, par exemple, de No Free Reading de 1996. Alors, pour réaliser cette carte, il détourne un texte trouvé qu'il lit sur une pancarte d'un kiosque à journaux, et en ce faisant, il change le référent. Le message ne semble plus destiné au lecteur, mais aux nombreux intermédiaires de la chaîne. Plutôt que d'interroger le principe de circulation à découvert et ses implications, tant du point de vue de la manipulation que de la réception, certains artistes recourent au texte pour parler de l'image absente, celle que, justement, ils ont choisi de ne pas imprimer. Par leur description, on va alors réapparaître des paysages pittoresques ou des ciels plus ou moins ensoleillés, comme motifs archétypaux de la carte postale. Là encore, cette évocation se fait sous la forme d'énoncés généralement brefs, qui permettent de saisir le motif d'un simple regard, comme on le ferait avec une image. La simple phrase qu'Yvonne Reiner choisit d'imprimer en guise de visuel sur la carte qu'elle réalise pour le coffret Image Bank Postcard Show en 1977 va dans ce sens. On retrouve un procédé identique, pour prendre un exemple plus récent, sur cette carte de Stéphane Le Mercier qui se contente d'écrire Aurore boréale sur le recto de sa carte. Le texte apparaît alors comme un substitut efficace à l'image photographique. Mais le procédé renvoie aussi au rôle des titres ou légendes que l'on trouve immanquablement au verso d'une carte. Souvent, ces derniers offrent un repère, identifient un lieu, apportent un éclairage essentiel sur le choix de la carte, sans lequel l'image reste muette, en particulier lorsque le lieu représenté est sans qualité particulière et n'est pas identifié. Mais la légende offre aussi parfois, comme ici, un degré zéro d'information, au point que l'inscription ne semble plus relever que d'une forme de convention, ou à l'inverse, que regarder l'image ne répond plus à aucune nécessité. Une autre stratégie consiste à inciter le lecteur à créer sa propre image. Ce principe revient au même titre à placer l'image absente au cœur du dispositif, mais est marqué très certainement par un refus de se contenter des vues archétypales imposées par la production industrielle. Plusieurs anticartes de Gajewski et Dvorak sont représentatifs de cette posture. À travers ce trou, vous pouvez voir toutes les vues que vous pouvez choisir en couleur véritable. On trouve un principe identique dans une carte Fluxus, publiée quelques années avant par Yoko Ono. Un trou pour voir le ciel à travers, en 1971. Mais alors que cette dernière impose le motif, le ciel, la première laisse le choix au destinataire de son sujet, insistant plutôt de façon ironique sur ses couleurs réalistes, comme en écho à une mention mercantile que l'on trouvait sur certaines éditions. Dans les deux cas, l'objet qui est la carte devient le prétexte, mais aussi l'interface qui permet d'accéder à l'image, absente en termes d'impression, mais bien réelle si l'on joue le jeu. Alors on retrouve dans ces deux autres cartes postales, toujours du coffret d'Anticarte postale, ce parti pris sur cette carte qui est en miroir, comme on devine sur la photo, ou encore sur cette carte postale transparente. Avec de telles propositions, les artistes invitent à revenir à la réalité plutôt que de se contenter de l'illusion de réalité que délivre d'ordinaire la carte postale, et ce même si, comme le déclare encore Simon Cutts dans une carte plus récente, dont il revendique le caractère polémique, le monde existe pour être mis en carte postale. Donc c'est cette carte qui a donné son titre à une exposition organisée récemment par Jeremy Cooper. Ou même si la carte postale est toujours innocente. Donc il revendique vraiment sur la nature polémique de ces cartes postales. Alors que le temps et l'espace depuis lequel est envoyée une carte postale est le plus souvent ce qui compte, ce rapport est ici
complètement bouleversé. Le ici et maintenant de la carte n'est plus celui de l'expéditeur, mais devient celui du destinataire. Peut-être est-ce aussi en cela, parce qu'elles interfèrent et déplacent la temporalité qui est déjà complexe des cartes postales traditionnelles, que ces dernières, pourtant fonctionnelles, peuvent être considérées comme antiques. Une autre interprétation peut être faite de telles postures, peut-être celle d'un refus d'ajouter de nouvelles images dans ce monde qui en a déjà tant, selon cette idée avancée par nombre d'artistes de l'époque. Richard Hamilton, auteur de nombreuses cartes dans lesquelles l'image photographique est au centre de la réflexion, réalise ici une carte singulière qui pourrait illustrer parfaitement cette posture. Composée est une carte partition dans laquelle est découpé un rectangle, donc là c'est bien un trou que vous voyez, sur laquelle on peut lire les instructions suivantes. Il suffit de placer sa carte pour placer composé sur n'importe quelle carte postale, examiner la composition aléatoire définie par le trou rectangulaire. Là aussi, la carte sert d'interface pour accéder à l'image qui lui est extérieure. Mais paradoxalement, il est nécessaire d'avoir en main une autre carte postale, cette fois une carte industrielle, topographique de préférence, pour être en mesure d'appliquer le procédé. Dans ce dispositif, Hamilton ne renonce pas à l'image archétypale de la carte postale, mais le fait de l'associer au facteur du hasard entraîne bien une remise en cause de ses points de vue et cadrages standardisés, ainsi qu'un même bouleversement de l'ordre des choses quant à la responsabilité du choix d'image et de ce qu'elle nous dit. Alors, ça va être mon dernier exemple, enfin mes derniers exemples, les monochromes. Donc, bien sûr, dans son exploration quasi exhaustive de la carte postale, le duo polonais n'a pas manqué de placer une carte monochrome, celle justement que les auteurs de Correspondent Art ont choisi de reproduire. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur vos écrans, il y a bien une impression sur on a le recto qui est complètement monochrome, mais il y a bien une impression sur le verso. L'utilisation de la carte, si elle reste possible, est ici rendue malaisée. Donc non seulement ça n'est pas très visible, ça n'est pas très lisible. La nature littérale de la carte, a priori dénuée de toute référence, est quant à elle totalement assumée, puisqu'il n'y a pas d'autre légende que ce titre qui revient toujours de anti-carte postale. Mais ce n'est pas toujours pour faire disparaître l'image canonique de la carte postale, et se faisant proposer une version autoréférentielle que les artistes convoquent le monochrome. Comme l'avaient déjà compris les incohérents avec leur face monochromatique du XIXe et début du XXe siècle, le choix d'un tel visuel peut aussi rendre évident le rapport entretenu avec le texte qui l'accompagne, seul à même d'en éclairer le propos. Intégré à la carte postale, le monochrome peut alors être l'occasion d'en réaffirmer la nature iconotextuelle. Si l'on associe d'ordinaire le recto à l'image et le verso comme le lieu du texte, avant même d'être investi par un message, l'une des particularités de ce format réside dans cette impossibilité de dissocier, matériellement parlant, l'image du recto de la légende et autres mentions du verso. L'articulation entre texte et image peut donner lieu à toutes sortes de relations, allant d'une description fidèle et neutre à ce qui est représenté à un écart patent. De telles opérations appartiennent à la rhétorique de la carte postale. L'association du texte permet de faire passer une image pour ce qu'elle n'est pas, ou pour le moins de modifier le regard qu'on porte sur elle. Les éditeurs de cartes postales ont rapidement exploité ce créneau. Les surfaces colorées, souvent assorties de quelques mots, ont fait leur apparition sur les cartes postales dès le milieu des années 10, la plupart du temps en guise de représentation humoristique de vues urbaines, by night. Donc on en a un exemple ici. Non, celle-là, je la montrerai après. Pardon. Comme le rappelle Guy Tortosa, ce monochrome populaire nous dit qu'il n'est pas nécessaire de distinguer pour reconnaître. Concevoir une carte monochrome peut ainsi donc être également l'occasion d'organiser la rencontre pour les artistes entre deux références antagonistes, l'histoire de la peinture et la tradition populaire. Claude Kloski exploite cette logique dans ses cartes. L'éclipse du 11 août 1999, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'exemples, j'ai choisi de vous montrer celui-là. Comme avec la plupart des cartes postales commerciales, quelques mots et chiffres suffisent à faire passer cette simple surface uniforme noire à le faire passer au statut d'image figurative. Il rappelle encore une fois que grâce à sa légende, le monochrome peut devenir polysémique et faire voyager dans le temps et dans l'espace. Alors, je vous montre, John Inde a aussi publié ce type de carte postale. Il est étonnant de voir que la blague du monochrome, qui pourrait sembler éculée, perdure depuis un siècle. Les cartes postales de ce type sont toujours éditées. On peut imaginer l'aubaine que représente cette trouvaille pour les éditeurs. Rentabilité maximum d'un visuel qui peut se décliner à l'infini, avec un seul mot à changer, et qui supporte sans problème les années qui passent. La question de l'économie de la carte postale n'est pas accessoire. Sa capacité à supporter les changements d'époque détermine pour partie
les images qu'elles diffusent, les points de vue, les cadrages ou les scènes représentées, qui doivent le moins possible laisser percevoir les changements de mode. Les artistes ont ainsi conscience de ces enjeux, et le monochrome leur a permis à plusieurs occasions de le rappeler. Si la légende joue un rôle important dans les 3 cartes postales monochromes que Les Coleman publie en 1995, il ne propose ici ni coucher de soleil, ni cardinaux apoleptiques dans un champ de tomates. La légende ne renvoie à rien d'autre qu'à l'indication commerciale, également disponible en jaune et en bleu. Voilà, donc le procédé se répète sur les 3 cartes postales. Ainsi s'opère une référence circulaire qui ne concerne pas que la série des 3 cartes, mais renvoie aussi aux circuits, notamment de distribution, dans lesquels elle s'insère. Je vais conclure maintenant. Lorsqu'il résume les enjeux de ces anticartes, Henryk Gajewski déclare qu'elles reposaient sur une volonté de créer des cartes postales qui ne représentent rien, mais qui soient juste elles-mêmes. Cette littéralité et autoréflexivité assumée semble contredite par le qualificatif « anti ». En choisissant d'utiliser ce préfixe, les artistes marquent en effet, à l'inverse, leur volonté d'instaurer une distance, sinon un rejet absolu par rapport au référent qui est la carte postale. Mais insister sur les cartes, c'est aussi pointer ce qui les rapproche. Est anti ce qui est ou fait exactement l'inverse, mais dans une même catégorie de choses. En conservant toutes les caractéristiques matérielles et fonctionnelles de la carte, en privilégiant tirage en série et fini industriel plutôt qu'intervention manuelle ou pièce unique, les artistes choisissent de se mettre sur un même niveau, afin qu'une confrontation des partis pris reste possible. Si l'on peut considérer les exemples réductionnistes que je viens de présenter comme des anti-cartes postales, ce n'est ainsi en aucun cas par rapport au médium ou au dispositif lui-même, dont les artistes s'évertuent justement à explorer les possibles, mais bien par rapport à la carte commerciale et à ses effets normatifs. Paradoxalement, opter pour un principe de soustraction est aussi une manière de refuser de réduire ce médium à l'iconographie à laquelle on l'associe le plus souvent et qui modélise les regards. Quelques mots, signes ou couleurs, quelques déplacements ou infimes perturbations leur suffisent à rappeler les enjeux de ce médium. Procédés à première vue purement démonstratifs ou tautologiques leur permettent d'aborder les questions plus complexes de circulation et de transmission, de temporalité, ou encore les tensions entre le public et le privé, entre liberté et censure, qui lui sont inhérentes. La question du visuel, si elle semble parfois laissée de côté, apparaît toujours en creux dans sa relation au texte. Finalement, l'un des enjeux qui ressort de ces explorations est bien d'interroger ce qui fait l'image. Au fil du temps et des cartes publiées, les artistes élaborent ainsi une sorte de théorie en pratique de la carte postale.